Donc, bonjour à tous, merci d'être là pour cette première Media Lab session. Donc pour rappel, ce que c'est la Media Lab session, c'est comment on innove dans les médias aujourd'hui. Et donc il y a deux styles de Media Lab. Il y a la première, c'est la stage à laquelle on est tous ici aujourd'hui. On assiste aujourd'hui, c'est présenter des nouveaux types de communication, notamment par des projets innovants dans le transfert d'informations. Donc aujourd'hui on a deux projets innovants, enfin comme toutes les Media Lab Stage, des présentations de 15 minutes. Le premier c'est Sentience, donc, qui sera présenté par Philippe Mertens. Le principe c'est de recommander, bon il va sûrement l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais c'est de recommander du contenu de manière personnalisée grâce à ce que les smartphones peuvent apporter comme données et comment les recibler par la suite et comment ça fonctionne chez eux. Et le deuxième projet, c'est du contenu enrichi, donc c'est des vidéos qui sont enrichies avec des annotations qui permettent d'en savoir plus sur les cours, de pouvoir dialoguer avec les professeurs et avec les autres étudiants. Et si jamais vous avez des projets intéressants, vous pouvez faire un petit pitch d'1 minute pour présenter votre projet et dire en quoi il consiste. Profitez bien. Thank you. English is okay for everyone? I hope so. You don't want to hear my French. So I'm the founder of Sentience. I don't know if anybody knows what we're doing, so perhaps a little introduction of what the company is actually doing. We started Sentience in 2012 with this very simple question of what could we learn from looking at the sensors that are present in a smartphone. I mean, every current flavor of a smartphone has increasingly amounts of sensors in it. Most of us know the GPS, but there's also accelerometer, gyroscope, light sensor, ambient sound volume meter. There's a plethora of sensors present in this smartphone. And what we found out was that by continuously looking and monitoring these sensors, you can derive a great deal of information of the circumstances from a person, but also who the person exactly is. And actually it makes sense, because when you look at Facebook and Google, how they're doing it, they actually are building profiles and building intelligence on you based on self-declared data. When I like a picture of a Porsche, it would make me a car lover. Well, basically perhaps I'm just randomly clicking likes, whatever. Well, our approach is more from an observation point of view. So we said, well, forget about the whole self-declared thing. Let's learn from what we can observe. And it's only by observing someone 24/7 that you can get a very accurate feeling of who this person actually is. And this is exactly what we've done. So our core product is a software development kit. It's running on Android and iOS, and it needs to be integrated into a mobile application, or can equally be integrated into chipsets, MEMS as well. And we're currently negotiating strategic alliances and getting our technology inside the operating systems of mobile devices as well. So that actually thousands and millions of developers out there can start making use of this context-aware technology. This is in a nutshell what we do. So we take the sensor data, meaningless streams of real-time unstructured data, and we turn these into 3 layers of intelligence. The first layer is what we call an event. These events are real-time classifications of what the sensors bring. This means that this works on the smartphone itself, and it learns what your driving is, whether or not you're driving, or you're parked, or you're walking, or you're, whatever you're doing, the activity that you're doing, you're performing, this is being picked up and classified. This, personally, we consider this layer to be a commodity, because this is going to be moving more and more into the health kits from Apple. This is going to be exposed through the Google Maps API. It's already partially exposed. So this is eventually a layer that will move and dissipate in operating system level, or chipsets even. When you look at a company called InfinSense, this is already in some chipsets. But this is necessary, because it's only by looking at the activities that you can, start building the second level of intelligence, which we call moments. And moments are semantically labeled
events throughout your day. We learn, for example, automatically what your home and your work locations are, but also how your morning routine could look like, what your sleeping patterns look like. So these are all moments that we automatically learn throughout a user journey, which we actually call a user journey. And these are really relevant and very interesting because it's only by looking at these habits of people, because we all have our habits, that we actually learn what we would call profiles or personas, because these profiles that we build of users are actually based on observed behavior, added with also third-party data. And this is where also the media companies get in. And we'll explain a little bit more later on some specific use cases that we have currently in the market. These profiles, for example, are more about your personality. For example, your driving style and behavior. This is now something that we have up to a percentage of 95% and higher accuracy in terms of how you're driving and what your personality might be. This is being more and more being used by companies in the insurance industry, but equally also in the ride-sharing industry, like BlaBlaCar or Uber or Grab Taxi, because personally, as a client, I want to know who I'm getting in a car with before I get in a car with him or her. So these are types of examples of profiles that we build based on the moments that we learn and events that we learn. One of the particular aspects when you work with sensor data is it is unstructured, it's real time, and humans really can't make any sense out of it. Which is completely different when we're working with structured data, like CRM data, or data coming from a set-top box, or other types of data. This means that large portions of these events, moments, and profiles, well, more events and moments, profiles is something that we also label and make rule sets of, but these two layers are mostly built by what we call our convolutional deep learning networks, which is basically our deep learning and transfer learning algorithms that surface features from unstructured heaps of data, because we stack multiple layers of data on each other. You have gyroscope, you have accelerometer, you have GPS, light sensor, and we stack all of these sensor data, these streams of sensor data on top of each other, which is called sensor fusion. And it's only when you start extracting features from these highly dimensional data streams that you can get actually events or moments. Less profiles, because profiles are actually based on the moments and events that we have defined and third-party data. This is a more deep dive in what we actually do, but this is all exposed through a very user-friendly software development kit and a self-service portal, enabling anyone out there to start building super personalized campaigns. For example, you can make a campaign, currently building these campaigns where clients are building these campaigns. Imagine Red Bull, so everyone that's about to go to work in the next 30 minutes, but still is in his morning routine and has not slept a lot, then let's send them a push notification. These are exactly campaigns that we're doing. Or and this also indicates that there's a highly predictive aspect to this technology layer. Or other campaigns could equally be when the moment that someone has parked his car in the Carrefour, for example, then send them a push notification. Typical campaign management tools would geofence Carrefour, and when you would pass the geofence, you would get a push notification. I don't give an F, because I'm still in my car, I'm driving through the geofence, I have no intention whatsoever to actually go to the Carrefour, but I'm still getting pushed a message or being sent an email, which is really not user-friendly. This is why, specifically on mobile, you need to go super personal and very detailed and very targeted in order to grab the attention of a mobile user. So, but what does this actually mean for our media? So when we were, so obviously when we discuss media, we're talking about recommender systems, because recommender systems typically they provide you or recommend you with content to consume, music, text articles, video, whatever. And while we were exploring this industry, we got talking and we stumbled on a big issue that that many media companies have, and AAA providers and VOD providers have, is that they don't know who's actually sitting in front of the TV, or what the constitution is of the audience that is watching the TV, or who's actually in front of a television set or in the vicinity of, for example, a speaker system, in order to recommend music or video in the purpose of television. And there's this one saying, and I truly believe this, is that
I really, and this is the current state of recommender systems. And I really love my friends, but I really hate their taste in music. And this is exactly what's happening right now. Anyone is on Spotify, I believe most of us are on Spotify. When you get music pushed to you or recommended to you, these are all based on collaborative filtering, based on the listening behavior of your friends. These are not necessarily the taste I really want to have. Or if it is the taste that I do have, it's certainly not as the right moment for me to be consuming this content, because when I go to work and I'm in a traffic jam, or going here and I was in a traffic jam, my taste in music really is full on metal. But when I'm sitting at night working on a presentation, I might be more interested into listening to Moby or Uncle or other kinds of music. So it's, again, the whole journey in which a user is finding himself, and greatly defines the moment and the taste and preference of what media someone wants to consume. And it gets even worse when you're together, because when we would now start building a playlist, I don't know what would happen, but it would definitely not be the playlist that you as an individual would have. It would reach a consensus to cater everyone else in this room. So one of the first things that we've done is the smart room, the same room detection. And this is an intrinsic building block in our technology stack to learn whether you're alone or with someone else in the same room. And this is an exactly, obviously this is not a live demo, because this would require you guys to come to the office or talk to, present some, together with one of our partners. Mm-hmm. But this is something that is running currently live at two major setups at telcos. And this is one VOD system, video on demand system, that has a recommender system built in. And this is where you see the events, the moments, and the profiles again. And these are the detections that we make and do. Actually, the only thing that we do is we detect these events, moments, and define these profiles, and send them off to the recommender system. In the recommender system, we have found out that the content often is pretty good. It's correct based on the tagging. If the content is adequately tagged, then like Netflix, then the content is quite often really good. It's just the moment is terribly wrong sometimes. For example, when we know that your average sleeping pattern is between 11:30 and 7 a.m. and it's 11 p.m. and you want to consume some media, we're not going to recommend you The Hobbit, because the movie's going to take like 3 hours, and you're about to go to bed at half an hour. So we're most likely going to recommend you like a 25-minute episode of Seinfeld or something else. So this is exactly what happens here. So this guy, we called him Eve. We don't even know who this guy is, but we called him Eve. And this Eve, he has been running 20 minutes ago, and all of this. He has 7 hours of sleep. He's just at home for 15 minutes, and he's bored. Bored is also a detection that we make based on how you handle your smartphone. Knowing that he's a diehard driver, not through Facebook or Google, but by actually looking at the acceleration and deceleration and the coasting driving behavior of someone, this is all fed back to the recommender system, which then is making a pre or post filtering process in order to exactly know what kind of additional levels of intelligence do we have to upgrade our collaborative filtering and actually start pushing content that fits more of these profiles. For our recommender system, these also need to correspond with tags. So our recommender partners also build additional tags that correspond greatly with the kinds of moments, events, and the profiles that we build. Things start to heat up when Anna's joining the room, and now currently she has this profile. She also has a car. She was in a car. She has a car profile, for example, and we have her profile and all her events and moments that she's in. And when you combine them together, actually it's about combining all these profiles and moment data, pushing them back to the recommender system, and the recommender system provides actually the VOD provider or the set-top box with a list of movies in this case that actually corresponds to the taste of both parties. And this is something that we are now rolling out, and actually we found that it solves a lot of problems. Well, it solves a couple of problems. The first problem is user experience, in which
we found through studies that the average selection time between, actually going to a VOD system and actually selecting and watching a movie is anywhere between 5, and that's really fast, to 9 minutes. So, I mean, like flipping around, watching, discussing what you want to watch, 9 minutes. Using this kind of technology, it actually reduces this to like sub-minute selection process. And when you start building EPGs, like electronic program guides, that our clients are now building, basically you're turning a static TV guide into a very personalized TV coach, for example, or a music coach, that continuously starts to provide you with content, movies, music, or even text when you look at New York Times or Newsmonkey or other news providers, with content that actually fits exactly that moment that you're in. So this means that the whole selection of media becomes, the path to gets much shorter, which is good for a media provider because the moment you select movie or music, you have a direct contribution to the revenue stream of that company. So this is actually shortening the time from idea to revenue with in excess of multiple hundreds of percentiles, which makes it very worthwhile for telco companies and media providers to start using these kinds of systems. The second one is it provides this magical experience. When you have a live demo of this, and you have this one person sitting in a room, and a second person joins the room without touching any buttons, you get a new set of refresh recommendations. You get a pop-up that says, well, you're watching Die Hard 4 and there's a 7-year-old that entered the room, perhaps you want to switch movie, let's watch Frozen instead, for example. This all happens automatically. And these are the kinds of experiences that telcos and media providers are currently looking at in order, again, to push that content and reduce the time between selection and revenue. And the third thing is that this actually helps uncovering or reviving again the long tail of discovery, of media discovery. For example, Sony Music Unlimited has 26 items in catalog, 26 million items in catalog, so 26 million songs, and of which only 1.8 million is being consumed. So this means that there's a huge amount of songs that no one is ever touching. These are songs that have been paid for in the past, that don't, that cannot be monetized. Using this kind of technology, upgrading, so taking these profiles with additional tagging and labeling, this actually revives, and we've seen in our experiments up to 90% over a period of 3 weeks' time, 90% of this long tail of dead media actually was revived again, which is pretty good because it generates a higher return on the investment of these companies. So these magical experiences are already available today, and you will be seeing these in products coming up by Sony and Samsung, even Google, in the next 2 years, basically. But also companies like Belgacom, Proximus, sorry, or Telenet, or VOO, are actually looking into this technology to actually upgrade our video-on-demand experience, to actually provide us with very simple user interfaces to consume media that are so fit for us that you won't even consider your TV to be a dead TV set. No, it will become this TV coach and advisor to you. It'll become like this media best friend, which is, what we want to achieve. But also what we've seen is that media is being consumed more and more on the move. Like when you're sitting on a train, more and more people are starting to consume this media. What we've done together with Viacom, for example, is, this is still in test, but building this application that you can actually just consume, like Netflix, watching on your smartphone or tablet. And this is highly interesting to learn what the circumstances and the activities are that the audience is doing while watching or consuming media. This is a typical example that we've discussed before. So the benefits that we went through, I'm just looking if I haven't forgot anything. It's mainly also about pushing relevant content. And as a mobile user, I really hate to be interrupted in my flow,
because as a mobile user you don't have a lot of time. You just, it's everything you do is on the go. You quickly send an email, you quickly glance at your notification, you quickly do this and that. So it needs to be very snappy and fast. So this means that the mindset of a mobile user is very limited. The attention span of a mobile user is like a couple of seconds tops. When you miss out on that window of grabbing the attention by providing or pushing, which we call recommending proper content, and when you miss that window, when you miss the exact moment, then you actually lose that user for a long period of time, and you're actually running the risk of offering very obnoxious and very harmful user experiences. Because what's worse than getting a notification at a moment that you really don't want to get notified of? So, and obviously, monitoring the engagement is big. For one music station in France and in the Netherlands, we're currently trialing and rolling out a audience monitoring tool that actually, for a DJ, enables him to have a dashboard, a real-time or near real-time dashboard of what his audiences are doing, and then he can start, tailoring his sets based on what the audience is doing, or throw in whatever he wants to. When he sees that a lot of his listeners are, for example, stuck in traffic, and their stress levels are increasing, then he can, go like, well, this is for all you people out there in traffic, blah blah blah. We get the more personalized experience even on the mass media, which is pretty impressive. And last but not least, all of this technology is going to be available the 1st of April this year through a software development kit. So if anyone in this room is a developer or is somewhat technically inclined, then you could freely download the software development kit. The first 1,000 users will be free. And there will be a self-service portal. Which will allow you to build super personalized campaigns using all these contextual building blocks and profiles. And so that's going to be a lot of fun, I guess. This is the moment where I would ask, take questions or have a first intermediate Q&A. I have one. It's about the data flow. I'm not sure I get it right, because there's someone with a mobile phone, and then in a way or another, the on-demand TV provider knows about what I'm currently doing. So do I have to download an app? Yes, correct. It's going to be Yes. hardware So something? our software development kit gets integrated into an app. Typical applications that we see in the media industry are EPGs, so television guides, or actually the content delivery apps like a music app, a streaming app like Spotify, or the Yellow app from Telenet, for example. These could be also equally be apps that our software development get integrated in. The moment that happens, please. This is my second question. How do you deal with privacy? Aha. Yeah, we need to deal with a lot more than only privacy. Let's start with privacy. So there are 3 layers of answering that question. The first 2 are super easy. It's the legal one and the technical one. The legal one is the easiest, because for us as a B2B company, we actually enforce opt-in policies to our clients. So our clients, for example, are Proximus or Telenet, or more specifically Channel 4 or whatever. So by taking our technology and embedding this into an application, the moment that you download the application and you run it, you get a warning. Well, you get a dialog box that says, well, we're going to look at this and this and this, and as a consequence, we will be able to provide you this and this and this added value, right? So when you start working with technology like this, and now we're talking even, we're not even discussing media anymore, but when you start using context-aware technology, you always need to be sure that you provide back added value to the end user, because if you don't provide added value, no one's going to trust this. And it's when I built tic-tac-toe, the stupid game, and I would put this in, I wouldn't trust it. I wouldn't touch this with a 10-foot pole. But when Spotify would start using this, for example, and this would allow me to have a very simple user interface
with only one button, with the play button, and I'm sure that the music that's being provided back to me is always right at the right moment, then I might be open to this, because it's actually making my life much more convenient. It's saving me minutes of selection time, a couple of times throughout the day, so it could easily save me like half an hour. I would be willing to give this up. So the legal answer is opt-in, and we are compliant with the European laws and bylaws and data protection and privacy. We even set up a separate privacy board that reports to our board of directors independently of basically what we're doing. So they have a 1 yearly audit of what we do. Things really go bad if we fail on this side. We're also heavily screened and scrutinized by privacy commissions and all this. So this is the easy part. This is the easy one. Privacy, the legal answer. The technical answer is somewhat easier. Being compliant with European laws and bylaws means that we need to apply encryption, but also that we need to apply anonymity measures like k-anonymity when we would give back data or expose data, for example, to the typical recommender engines. In that sense, we strip out religious places. So when, for example, it's really easy to start identifying what a religion you're part of, or your gender, for example, is something that we, in some cases, some countries, you need to strip out as well. But this is done in the background, right? We're also currently, this is not live yet, we're currently working on a personal data store, which will enable our clients as a white label to actually provide their end users with a completely transparent overview of what the data exactly is that has been gathered on you. This will be, like accelerometer data and gyroscope data, but also the profiles in these events and the moments that we've discussed. These will be displayed, enabling you to delete them, update them, or whatever, right? But this is also easy. The worst part is about the perception thing, right? And this is where we always recommend our clients to not only add value, but also be super transparent about what's happening behind the scenes, and also enable our clients, their end users, to stop this engine if they want to. If they want to go off the grid, there's a functionality that we call off the grid, then you can, we always push for this functionality in the applications of our users, with a simple button or somewhere in the settings menu. So for us, this is how we deal and work with privacy. Because for a company as ours, if we fail in privacy, actually we just can close our doors and go home, pack up our stuff and go home. This is super important for us. How do you deal with you were saying that it was an opt-in solution? Yes. And how do you deal if some hacker goes into your third-party application and access the data from the end user clients? Are you responsible for that? We are responsible for data breaches into our infrastructure. So yes, we are responsible for this. There are data protection insurances that we're currently negotiating as well, because they are super expensive. That would compensate for the losses that our company, but also our clients, could have incurred. But it is predominantly the first responsibility lays with our clients, to ensure that actually the mechanisms that are on board the application are adequately protected. So using code obfuscation tools actually to make reverse engineering a little bit more difficult. We also do client-side certificate validations, just to make sure that the SSLs and TLS sessions that we set up between each of our backends are not tampered with. So there, again, but this is all part of the data protection and privacy compliance that we adhere with. It's maybe a bit technical, but there's been a hack recently where someone demonstrated that with anonymized data you can easily find who's behind. And so there's the legal answer, but reality is with that kind of data you know who I am precisely. So what is your ethic in regard to that, and how do you approach the problem? That's a good question. Because this is a personal opinion, I do believe that privacy only gets us that far.
at a certain level, we need to talk about ethics and morality, about dealing with this kind of data. And this is exactly what we've done. This is not something that we expose too much, but inside the company we've set up some processes. Every one of our employees has signed an ethics chapter. But not only that, we also started to split up the data from onto various systems. For example, gender data is stored in a different system, with location data stored in a different system. So basically when there's a breach, or also when someone is maintaining the systems, that they do not have access to all of the data at once. This is something that we really are very strict about, and continue to be more and more strict about. And as an additional, we also currently have one system in operation that we apply homomorphic encryption on. And homomorphic encryption basically, I mentioned that we're heavily investing in artificial intelligence and deep learning mainly. And the problem with machine learning in general is, in order to surface features, you need to be working on the raw data, on the plain text data. So when you start to encrypt it, actually all of your machine learning algorithms break and fail because they cannot surface features. Homomorphic encryption is one of the is a specific approach in cryptography that actually still enables to surface features from even encrypted data. This is highly experimental. We are only just about to apply this and about to work with this. And it's still very much in academic levels that is being used. So we split up data, and we are now starting to implement these homomorphic encryption. Thank you very much. Okay. Et donc maintenant ULB Podcast, donc comme j'ai expliqué, qui font du contenu enrichi. Thank you so much. How much do you, are you in the team? We're now 18 people. 18. Yeah. We should be 45 by end of the year. So. Whoa! Sur le 4 ou sur le 8, en fait. 4 ou 8, je pense. 4. Oui, 4 ou 8. Il y a marqué dessus, c'est 4 ou 8, ça va aller tout seul. 4 ou 8. C'est du VGR. C'est le 4, je crois. Non, VGR. Je vais juste enlever, mettre comme ceci. Je vais me changer. Non, les sources. Ah, désolé. Voilà. 4 ou 8. Ok. Et c'est le numéro. C'est déjà ou la GM. Voilà. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. C'est bon. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Roland, je suis chercheur en sciences de l'éducation à l'Université libre de Bruxelles et responsable de ce qu'on va vous présenter, c'est la recherche action ULB Podcast. Moi je suis Arnaud Hens, je suis informaticien et développeur pour la solution EasyCast. Et donc on est particulièrement heureux d'être à cette Media Lab session. On va faire une session un peu différente. Alors, on va pas faire une Media Lab session, mais plutôt une Media Learning Lab session, parce qu'on va s'intéresser à des médias un peu particuliers qui sont des médias éducatifs. Et les médias qu'on travaille sont principalement des médias audiovisuels. À l'université, on peut distinguer deux types de production audiovisuelle. D'une part, des cours enregistrés au format audio-vidéo. Comme on voit ici, et ça va être sympa. Avec l'enseignant qui parle, qui a enregistré vidéo plus audio, ou
La même chose avec le diaporama de l'enseignant qui est enregistré ou tout ce qui va passer sur son écran. Donc ça sert de trace aux étudiants. Aucun cours n'est remplacé par ce type d'enregistrement, mais les enseignants peuvent enregistrer à l'université l'ensemble de leurs cours comme ça. Ce qu'on leur propose également, c'est de réaliser des petites vidéos pédagogiques, ce qu'on appelle des capsules audiovisuelles pédagogiques, format animation comme ici. Et là, on retrouve vraiment les codes de l'audiovisuel. Ça peut être également un enseignant qui va être filmé en studio, avec en plus de l'ajout d'animation. Et ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui, c'est quand de ce projet, finalement, il y a toute une approche derrière, une approche qui se base sur de la recherche, qui va influencer l'accompagnement des utilisateurs dans la création de ces vidéos, mais également le développement d'une solution open source qu'on vient vous présenter ici, et surtout un lecteur de podcasts et de vidéos qui permet d'enrichir ces vidéos et de discuter sur celles-ci. On vous présente ça tout de suite. Alors, l'approche qui va être utilisée, enfin qui est utilisée dans le projet, c'est ce qu'on appelle Design-Based Research. C'est une approche de développement et de recherche où on analyse un problème en tant que chercheur, mais également avec des praticiens, dans notre cas des enseignants, des étudiants. Très vite, on essaye de mettre en place une solution, ici un système d'enregistrement, de gestion des vidéos, mais également de diffusion, basé sur des principes de conception existants. Très vite, on va évaluer comment les enseignants l'utilisent, comment les étudiants l'utilisent, et au fur et à mesure, on a des itérations pour améliorer le produit. Par la suite, on a des principes de conception qui vont être réimplémentés dans l'ensemble des étapes de développement. On se base aussi plus ou moins sur une approche agile, où il y a une grande collaboration dans l'équipe, où on essaye d'avoir une application qui est très vite opérationnelle, qu'on ne va pas nécessairement documenter de manière très importante au départ, mais par la suite on continue à la documenter. Mais le principe de base, c'est d'avoir une application fonctionnelle qu'on peut tester auprès des utilisateurs. Ça demande aussi une collaboration avec les utilisateurs, qu'ils soient enseignants ou étudiants, pour avoir du feedback. Et c'est aussi l'acceptation du changement, parce que l'application change en elle-même assez souvent. Et à ce niveau-là, on ajoute à l'approche agile l'acceptation de l'échec, parce que dans l'idée d'approche itérative, c'est aussi pouvoir mettre en place des innovations, les tester et se dire d'accord, ok, cette innovation-là, on a voulu la mettre en place, elle ne fonctionne pas, et donc passer à autre chose. Alors, le contexte qui est le nôtre, c'est celui de... J'ai titré ça « Un an de galère ». Donc, le projet a 5 ans. La première année, on travaillait avec une solution propriétaire, une solution qui n'était pas du tout designée pour les enseignants. Donc, les enseignants ont eu beaucoup de commentaires négatifs. En plus de tout ça, il y a eu pas mal de problèmes techniques. Et donc, très vite, notre informaticien senior a mis en place une application assez graphiquement... il y a beaucoup de choses à redire. Donc c'était une application fonctionnelle dans cette idée Design-Based Research, où l'enseignant pouvait enregistrer, et très vite ça a fait ses preuves en termes de stabilité, en termes simplement d'ergonomie pour les enseignants. Il y a des choses à redire, mais voilà. Et très vite cette application, dans une deuxième version, c'est devenu EasyCast. EasyCast, c'est une infrastructure qui permet d'une part d'enregistrer les cours en amphi, et d'autre part, avec Easy Manager, de gérer ces enregistrements. C'est ce que Arnaud va vous présenter. Et donc, initialement, on travaillait avec Easy Recorder et Easy Manager. Easy Recorder est en fait l'enregistreur qui permet aux enseignants en amphithéâtre d'enregistrer leurs cours. Donc pour ça, ils s'identifient. Ils n'ont pas besoin de matériel particulier. Ils vont simplement brancher leur ordinateur sur le projecteur comme ils le font pour un cours normal et compléter un petit formulaire en début d'enregistrement. Donc, dans ce formulaire, ils ont la possibilité d'avoir 3 formats d'enregistrement, soit un flux diaporama, caméra et audio, soit un flux caméra audio, soit un flux diaporama audio. Et c'est l'utilisateur, quand il consultera la vidéo, qui pourra choisir le flux qu'il préfère finalement, faire jouer le flux caméra en premier, basculer sur le flux diaporama. Donc une fois qu'il a préparé son enregistrement, l'utilisateur, donc le professeur typiquement, arrive sur cet écran qui lui donne un retour visuel de l'auditoire, donc un retour en temps réel. Il a la possibilité de choisir des plans caméra soit avant son enregistrement, soit pendant l'enregistrement, pour pouvoir
orienter déjà la caméra vers le plan qu'il préfère en fonction de ses besoins, mettre l'enregistrement, enfin démarrer l'enregistrement et y mettre fin à la fin de sa séance de cours. Donc ici, on va bientôt mettre fin. Voilà, donc à la fin de la séance de cours, l'utilisateur met fin à l'enregistrement forcément et il a la possibilité de choisir un album de publication qui sera privé s'il veut faire une modération particulière sur sa vidéo ou public pour la mettre directement accessible à tous les utilisateurs ciblés. Donc de cette manière, très vite, l'enseignant peut enregistrer sans avoir vraiment d'autres préoccupations. La deuxième interface est Easy Manager qui va lui permettre cette fois-ci de gérer les enregistrements qu'il aura fait soit en amphithéâtre, soit soumis lui-même. Donc cette interface lui permet justement de soumettre lui-même des enregistrements au système pour pouvoir bénéficier du lecteur enrichi qu'on va vous présenter dans un instant sur n'importe quelle vidéo. Ce système était déjà pas mal, mais c'était un système pour les enseignants. Donc déjà, ça répondait à leurs besoins de pouvoir enregistrer les cours, de pouvoir les diffuser à leurs étudiants. Mais à l'époque, donc, et on a gardé le nom, le projet s'appelait ULB Podcast, donc on diffusait les vidéos par l'intermédiaire de flux RSS, c'est-à-dire que les étudiants téléchargeaient ça soit via iTunes ou un autre lecteur RSS, soit pour les regarder, ils pouvaient également utiliser des outils comme VLC. Très vite, en termes de vidéos d'apprentissage, ça s'est révélé trop faible, trop peu, parce que les étudiants se disaient passifs face aux vidéos, alors qu'ils essayaient d'être actifs. En menant la recherche, on a remarqué que les étudiants prenaient des notes par rapport à ces vidéos. Donc, ils prenaient des notes à côté, soit dans un document Word quand c'était en numérique, soit sur papier. Ils essayaient parfois de partager un moment de la vidéo. Donc ce qu'on retrouvait sur Facebook, c'est va voir la vidéo au moment 32 pour répondre à ta question. Bref, il y a eu pas mal de demandes. Et ce qu'on a voulu mettre à leur disposition, c'est un lecteur qui répondait d'une part à différents problèmes. Le problème aussi, c'était que le flux vidéo et le flux diaporama étaient deux flux distincts. Donc si un étudiant était à la minute 22, il remarquait qu'à ce moment-là, l'enseignant commençait à noter quelque chose au tableau, il devait éteindre son flux diaporama, ouvrir l'autre fichier, aller jusqu'à la minute 22, un truc impossible. Faire état également des besoins, donc pouvoir partager les vidéos, pouvoir prendre des notes et pouvoir annoter cette vidéo, et des contraintes également, et surtout des contraintes serveurs chez nous. On a fait un mix de tout ça, et on a développé ce qu'on vient vous présenter ce soir, c'est Easy Player. C'est un lecteur qui permet aux étudiants d'annoter les vidéos et d'être beaucoup plus actifs par rapport à ces vidéos d'apprentissage. Voilà, donc ici on retrouve l'interface qu'on a développée qui contient les fonctionnalités qu'on va passer en revue. Donc le lecteur de podcast pour les étudiants est un lecteur enrichi. L'étudiant a un espace personnel sur notre plateforme. Il retrouve l'ensemble de ses cours. Il a la possibilité ensuite de consulter les nouvelles vidéos depuis sa dernière visite. Donc très vite, il remarque qu'il y a du nouveau contenu. Un lecteur enrichi, on l'a dit, qui va permettre à l'utilisateur qui consulte les vidéos de passer d'un moment, d'un flux à l'autre au sein du player. La possibilité donc de faire un partage précis via des liens sur Facebook, etc., vers un moment précis de la vidéo. Intégrer des signets, des marquages temporels en fait, dans la vidéo pour pouvoir revenir à un certain point particulier à un moment de l'année, par exemple aux examens, quand on n'a pas la possibilité de revoir toutes les vidéos, on peut très facilement y revenir grâce à ce système de signets qui est aussi très facilement... l'alimentation des signets se fait très facilement simplement en consultant la vidéo. Un dispositif de signets officiel qui va permettre à l'enseignant lui-même de chapitrer la vidéo, de mettre en avant des points importants de la vidéo. Le partage des signets qui se fait au moyen de fichiers XML qui vont pouvoir s'échanger entre les utilisateurs. Certains vont exporter leurs signets pour les mettre à disposition d'autres utilisateurs. Ces mêmes utilisateurs recevront des signets pour pouvoir les intégrer dans le système. Un système de recherche parmi les signets, donc de cette manière-là, l'utilisateur va pouvoir faire des liens entre les différentes vidéos d'un même cours, mais même entre différentes vidéos parmi différents cours. Et
et il me semble que c'est tout pour la première version. Player. Donc, cette version a été évaluée par tout un panel d'utilisateurs. Donc ça a été développé par notre petite équipe à ce moment-là de 2 informaticiens, un graphiste et un chercheur en sciences de l'exploitation. Cette version a été soumise à un panel d'utilisateurs, 600 étudiants, un certain nombre d'enseignants, etc., qui ont mis ça un peu à l'épreuve et qui nous ont fait part de leurs remarques par rapport aux manquements ou aux choses qu'on pourrait améliorer. De là est née une deuxième version qui, elle, qui est axée sur la collaboration et qui contient un système de discussion entre les utilisateurs. Donc, à la différence des commentaires qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur d'autres plateformes de vidéos qui sont assez verticaux et finalement peu interactifs, ici on a voulu mettre l'accent sur la collaboration entre les utilisateurs qui peuvent créer au moment de la consultation des vidéos des discussions, définir la visibilité, est-ce qu'on veut que le prof puisse avoir accès aux discussions ou pas. Au moment de la consultation des vidéos, les utilisateurs sont notifiés d'une discussion et ils peuvent consulter la discussion et interagir à ce moment-là. Donc, certains utilisateurs vont poser des questions, d'autres vont y répondre. En plus de cette fonctionnalité de questions-réponses, on a la possibilité aussi de voter sur les réponses. De cette manière, l'ensemble de la communauté peut valider ou pas une discussion. Et on a aussi mis en place un système qui permet aux enseignants qui sont titulaires du cours d'approuver certaines réponses. De cette manière, très vite, l'enseignant qui a peu de temps à consacrer finalement aux discussions va pouvoir valider ou invalider certaines réponses. Et l'idée vraiment de ce système de discussion, on en discutait tout à l'heure, c'est de prendre 2 situations bien concrètes. On a soit des cours de 2 heures. Alors pour avoir des commentaires dans les cours de 2 heures, il suffit qu'il y ait quelques étudiants qui sont un peu motivés par ça. On a très vite des discussions qui se répètent si on a un système à la YouTube, pour ne pas les citer, ou un système de commentaires habituel. C'est-à-dire que le même message revient assez souvent. C'est tiens, qu'est-ce que ça veut dire ceci? En fait, la question a déjà été posée en dessous. Ça, c'est un premier problème. Par rapport à des vidéos plus courtes, mais parfois beaucoup plus consultées, et là on pense au MOOC, on a 15 000, 50 000, parfois 100 000 personnes qui consultent une vidéo de 3 minutes. Si on a 100 000 personnes qui mettent un message juste en dessous de la vidéo, encore une fois, on a très vite de la redondance. Ici, l'idée du lecteur, c'est pour ces discussions, pouvoir mettre ces discussions sur un empan beaucoup plus horizontal que vertical, à la manière des systèmes actuels. Alors les perspectives de tout ça, et on pourra approfondir les parties qui peuvent vous intéresser. D'une part, toute cette infrastructure EasyCast est entièrement disponible en open source, tant l'enregistreur que le système de gestion, le système de diffusion des vidéos, de traitement également des vidéos automatisées. Donc tout ça est entièrement disponible, c'est déjà utilisé par d'autres institutions d'enseignement et parfois par des institutions qui ne sont pas du tout de l'enseignement et qui utilisent l'infrastructure. Donc voilà. On a intégré il y a peu un système de learning analytics, c'est-à-dire qu'on permet, enfin on traque, on retombe dans les données, on traque les données des utilisateurs, les plays, les pauses, les périodes, enfin les moments auxquels ils consultent les vidéos, les skips, les signets qu'ils y mettent, etc. Et on essaye de faire du sens dans ces données. Un des premiers projets de cette récolte de données, c'est d'offrir un dashboard aux enseignants qui puissent avoir un retour sur comment les vidéos sont utilisées. Pour l'instant, ça se déroulait par questionnaire et par entretien. C'était 8000 étudiants qui avaient été interrogés, une centaine suivis par entretien. C'est bien, mais les données, ça va permettre de brasser beaucoup plus de gens. Donc ça, c'est un projet sur lequel on s'attelle pas mal. Le système de discussion, on vient d'en parler et on essaye de l'améliorer au fur et à mesure des commentaires des utilisateurs. Ce sur quoi on travaille également, c'est un système de prise de notes sur ces vidéos. Ce que Arnaud expliquait, dans les retours utilisateurs, une des premières choses qui a été demandée, c'est qu'on puisse accéder au lecteur par des raccourcis clavier. Au départ, on avait fait une interface point and click, on n'avait pas pensé aux raccourcis clavier. Pour être plus productif, les étudiants demandaient à pouvoir avoir des raccourcis clavier, pouvoir mettre beaucoup plus de signets et être plus productif. Ce qu'ils demandent maintenant, c'est qu'au-delà du format d'export XML,
il puisse avoir un format d'export en traitement de texte ouvert, avec d'un côté la DIA, de l'autre côté le titre du signé et la description, ce qui fait un début de support de prise de notes. Donc c'est ce sur quoi on bosse actuellement. Un système de streaming interactif également, donc pouvoir diffuser en direct un cours, voire une conférence, et pouvoir interagir, pouvoir la noter en direct et pouvoir discuter sur des moments précis en direct. Ça c'est un des gros projets actuels, et dans un temps un peu plus long. Un lecteur offline sous forme soit d'application sur smartphone ou d'application sur ordinateur, permettant aux étudiants de conserver leurs podcasts et l'ensemble de leurs vidéos, même s'ils les téléchargent, parce que la faille actuelle du système, et il faut bien l'avouer, c'est qu'il y a une faille, c'est qu'un étudiant qui a bien travaillé, qui a bien annoté ses vidéos tout au long de l'année, et finalement, oui, soit il n'a pas internet et voilà, mais au-delà de ça, malheureusement il rate son examen, il doit recommencer l'année suivante. L'enseignant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Chaque année, il supprime les vidéos de ses enregistrements. Ce qui fait que l'étudiant perd tous ses signés, à l'instar d'un syllabus qu'on donnerait à l'étudiant, il la note, il rate son examen, on lui reprend son syllabus, on lui donne un syllabus vierge. Voilà un peu le souci auquel on va s'atteler très bientôt. Mais pour l'instant, nous on y pense, les étudiants disent encore trop rien à ce niveau-là. Ça va. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Merci. Oui. Moi j'en ai c'est un peu dans l'ordre d'idée de ce qui était dit jusqu'à la fin. C'est comment est-ce que vous faites pour gérer la continuité? Parce que finalement ces cours sont redonnés chaque année. On voyait Ampli qui donnait un cours ici. Est-ce que peut-être que l'année passée il était meilleur pour introduire des transistors que l'année prochaine il va se bourrer sur un truc parce qu'il est peut-être fatigué ce jour-là? Est-ce qu'il y a un système est-ce que vous avez une vision par rapport à comment assurer la continuité au travers des années pour augmenter la qualité du matériel? Alors on a une philosophie particulière. Pour les cours enregistrés, on est vraiment dans une idée de trace du cours. C'est-à-dire que ça permet aux étudiants de revenir sur une partie du cours qui s'est donné en présentiel. Et c'est pour ça que chaque année c'est supprimé. Parce que suivre un cours de 2 heures, même du meilleur conférencier enregistré comme ça, c'est hyper difficile. Ça n'a pas été pensé pour de l'audiovisuel. Par contre, évidemment, les capsules, vu le temps qu'on peut passer à les produire parfois, ça évidemment, elles sont réutilisées d'année en année. Et là, elles sont réellement réalisées avec des principes dans cette idée de design-based research. C'est-à-dire qu'au départ, il y a 4 ans, on n'avait pas encore de technicien audiovisuel. Maintenant, on a Jérôme qui est là et qui nous aide. Mais au départ, c'était moi et un graphiste. On essayait tant bien que mal de faire des vidéos avec des PowerPoint animés et des choses comme ça. Ça fonctionnait bien, mais les principes qui fonctionnaient bien, on les a tirés de la recherche. C'est-à-dire qu'on interrogeait les étudiants pour voir ce qu'ils aimaient bien, voir quel était le temps maximum d'une vidéo pédagogique, etc. Donc ça, au fur et à mesure, on a engrangé pas mal de données de recherche qu'on réimplémente dans les vidéos qu'on utilise actuellement. La politique à long terme, elle se pense uniquement pour les capsules, ces vidéos qui sont produites bien autrement que ce que sont les cours. C'est-à-dire qu'on écrit les scénarios, on réfléchit à toutes les animations, etc. Il y a vraiment tout un travail de pré-production et ensuite de production où on accompagne l'enseignant. Une question qui tient un peu par rapport à ça, c'est quant à l'utilisation en fait, des datas. Finalement, il va y avoir dans le temps plusieurs versions similaires du même cours. Typiquement, on voit qu'à ce point-là, 32, il y a eu 56 commentaires des gens qui ne comprenaient pas ce point de la matière, alors que l'année d'avant, il n'y avait pas de commentaires. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là, de dire tiens, cette année-là, cette partie-là de la vidéo était plus claire, et à terme, simplement de faire un edit pour avoir finalement un cours qui soit le cours ultime, façon de parler, des choses qui sortent. Le cours ultime en termes de contenu, de manière générale, et surtout en présentiel, ne sera, à mon sens, mais c'est un grand débat, ne sera jamais le cours ultime en vidéo. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs moments des 10 années sous forme d'une vidéo de 2 heures, ce sera, même édité, ce sera hyper difficile à suivre en vidéo si ça n'a pas été pensé avant, comme devant être de la vidéo, parce que l'enseignant fait des parce qu'il fait des digressions, etc. Et même en éditant tout ça, c'est hyper difficile d'arriver à un produit fini. Quand on réalise des capsules, c'est très simple, l'enseignant est face à un prompteur, il a écrit son texte a été réfléchi en termes d'animation, donc on sait déjà comment on va animer son texte alors qu'il le lit, ce qui n'est pas du tout le cas dans un cours en présentiel.
J'ai fait mon vieux con de prof. Mais pour donner cours dans différentes universités et écoles, c'est tellement dur déjà de capter l'attention des étudiants, de réussir à leur faire passer un message qu'ils essayent au moins de comprendre quand ils ne sont pas sur Facebook ou je ne sais quelle connerie, parce que maintenant l'ordinateur est devenu la norme pour prendre les notes. Vous n'avez pas l'impression qu'en fait, avec cet outil, vraiment bravo sur l'aspect technologique et tout ça, on va déconnecter quelque part l'étudiant de son prof et de ce que le prof peut réellement lui apporter et de voir des choses. Et moi j'en ai vu dans mon entourage des gens qui, bon, de toute façon, le courrier, ça sert à rien que j'y aille, de toute façon, je l'ai en vidéo et ça sert à rien. Et surtout dans le cadre de l'ULB où en effet il y a une liberté plutôt universitaire de dire bah, venez si vous voulez. La question pour finir c'est est-ce que vous n'avez pas eu l'impression depuis des années de vider les auditoires et de faire en effet que des profs qui sont réputés chiants pour pouvoir en connaître quelques-uns, on va regarder dessus la vidéo et au pire on a le résumé et encore mieux maintenant on va avoir les notes des copains donc on sait ce qu'on doit regarder. Alors à ce niveau-là, c'est pour ça qu'on accompagne énormément les enseignants qui veulent se lancer dans les enregistrements. Alors pour faire une digression, et je reviens à votre question, en tant que chercheur, j'ai une approche très anthropologique des comportements étudiants. Je m'intéresse à comment les étudiants apprennent aujourd'hui, notamment en utilisant les technologies. Et ce qu'on a remarqué, c'est que si les enseignants n'enregistrent pas, les étudiants font soit, enfin pas dans tous les cours, mais dans certains cours et un peu plus difficiles, il y a deux comportements. Soit ils ont leur ordinateur, ils viennent mettre leur smartphone comme ça et ils filment l'ensemble du cours. Ce qui fait que l'enseignant, plutôt que de se retrouver dans notre interface super géniale, il se retrouve sur YouTube et tout le monde peut le voir. Deuxième chose, il y a un étudiant qui met l'enregistreur et l'autre qui fait les photos de chaque slide. Ça se retrouve également sur YouTube, monté par les étudiants. Donc, si vous ne souhaitez pas enregistrer, sachez que vos étudiants vous enregistrent probablement déjà. Et à côté de ça, pour l'anecdote, mais c'est vrai, on le remarque chaque jour, on accompagne réellement les enseignants dans cette activité d'enregistrement. Chaque enseignant qui souhaite enregistrer, on a un entretien avec lui pour comprendre pourquoi il souhaite enregistrer, quels sont les tenants aboutissants. Certains enseignants qu'on a redirigés vers d'autres outils ou qu'on a dit non, surtout n'enregistrez pas. Et lorsqu'ils se lancent dans l'enregistrement, on va les accompagner, les suivre, on va les aider à communiquer auprès de leurs étudiants pour faire comprendre pourquoi ils enregistrent, quel est l'apport de ces vidéos, comment les étudiants doivent utiliser ces vidéos. Et là-dessus, on a mené des recherches et il n'y a pas d'impact significatif de la mise à disposition de ces vidéos sur le taux de présence en cours. Donc ça, on a des résultats. Et puis il y a des enseignants, je me souviens de cet enseignant qui souhaitait enregistrer son dernier cours parce que c'était sa séance de questions-réponses. Il disait, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui viennent à ma séance de questions-réponses, je vais l'enregistrer. On a discuté un peu, mais finalement, dernière séance de cours, si elle est enregistrée, les étudiants ne viennent pas, mais s'il n'y a pas d'étudiants, pas de questions, pas de matière, donc plus de cours. C'est un peu bête. La problématique, en discutant un peu avec les étudiants, avec l'enseignant, c'est que la séance de questions-réponses, c'était 1 mois avant l'examen. Donc on a décidé d'essayer de déplacer cette séance de questions-réponses, et vu que l'examen était quand même le premier examen de la session, du premier jour de la session, un lundi, il a voulu faire sa session de questions-réponses 3 jours avant, le vendredi. On n'avait pas demandé à tous les étudiants de revenir en amphi pour ça. On l'a filmé en direct sur Hangout. Donc on a fait un live en questions-réponses sur YouTube avec 3 étudiants qui représentaient leur filière et qui ont questionné pendant 2 heures leurs étudiants, leurs enseignants plutôt. Par la suite, on a été rechercher ce live dans Hangout. On l'a remis dans notre système, on a entièrement annoté toute la vidéo, ce qui fait qu'un étudiant, 1 heure après le Hangout, pouvait retrouver la vidéo entièrement annotée. Il pouvait taper, c'était un cours de chimie, gaz à effet de serre, voir s'il y avait une question sur le gaz à effet de serre. Donc c'est ça aussi, l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est pédagogique. On réfléchit avec les enseignants, on analyse le problème avec eux et on essaye de trouver la solution la plus pertinente par rapport à leur problème en y ajoutant l'innovation technologique et ici le lecteur qui permet d'annoter les vidéos, ce qui n'est pas possible dans YouTube. Voilà. Je demande à voir avec le temps. Barbara de Grasse ne le met pas ici. Merci beaucoup. Merci. Bon, j'espère que tout le monde a apprécié ces petites conférences.
On espère vous revoir lundi, le deuxième lundi du mois prochain. Sachez qu'il y a prévu en mai une Media Lab Playground qui va être organisée et que donc des entrepreneurs médias pourront venir ici pendant 3 jours, du vendredi soir pour se présenter au dimanche soir pour présenter devant le jury, afin de faire un concours pour essayer de construire, le temps d'un week-end, le média le plus innovant possible. Et alors, ce que je vous propose aussi maintenant, c'est d'écouter quelques projets, peut-être dans le local, qui sont des projets médias pendant 1 minute cette fois-ci. Donc un petit elevator pitch. Et je pense qu'il y a 2 projets au moins qui sont ici. Vous aussi. On n'est pas très média, mais Bah, allez. faire semblant. Essayez d'insérer un peu de médias dedans. Non mais allez-y. Et puis après, il y a... Et vous présentez sur votre app? Pardon? Éteins juste le Ouais, le projet. projet comme ça. On va passer à la vie. Donc en fait, nous avec Brice, on est parti d'un projet qui n'est pas média mais qui est musical. On est tous les 2 producteurs de musique électronique et on a constaté que c'était comme tout producteur très difficile de vivre de son art et qu'on était souvent très seul dans sa chambre à essayer de construire quelque chose, son audience et sa musique en plus. Et donc on a construit un collectif qui s'appelle Future Sounds, c'est écrit FTRSND, sans les voyelles c'est plus facile, qui a pour objectif justement donc, de rassembler tous les producteurs de musique électronique à Bruxelles, mais en Belgique plus largement. On est 15 à bord maintenant, on s'est lancé il y a seulement quelques mois, donc c'est tout neuf. Et l'idée c'est vraiment de construire une sorte d'incubateur en fait, pour artistes, dans le sens où, vraiment du monde des startups, on connaît bien ce genre de choses, une petite équipe toute seule qui après essaye de faire une levée de fonds, ce genre de choses. Mais le musicien c'est la même chose, c'est une petite équipe ou une personne toute seule qui petit à petit essaie de rassembler une audience, et donc on met en place ce collectif pour appliquer cette technique de start-up aux musiciens. Et là on est en train de déployer ça, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ftrsnd.com. Avec plaisir. Il y aura bientôt des événements à Bruxelles qui ont pour objectif justement de favoriser le côté artistique et pas commercial de ce style-là. Merci. Le point com, on s'en doute, non? Je vais aussi écrire le titre. Donc voilà, ça va un petit peu se rapprocher du projet qu'on a vu juste avant. Donc notre campus, c'est un projet qu'on développe à 3 et ça a pour mission d'être le nouveau réseau social de demain pour les étudiants qui ont la mission de réussir. Et donc le projet, c'est 3 étudiants qui ont créé un outil pour les étudiants sur lequel les étudiants peuvent communiquer entre eux, mais aussi avec leurs professeurs, tout en étant totalement indépendants d'une école. Donc en fait l'idée c'est de pouvoir communiquer entre étudiants dans des groupes secrets, des groupes ouverts, etc. Et on a mis à disposition tout un tas d'outils sur ce site qu'on est encore en train de développer, sur lesquels par exemple le projet phare en fait c'est une marketplace, donc sur laquelle les étudiants pourront vendre leurs synthèses, leurs notes de cours, parce qu'on sait qu'il y a énormément d'étudiants très bosseurs et qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui le sont moins, et qu'au final il y a un intérêt pour ceux qui sont bosseurs, essayer de récupérer un petit peu de ce qu'ils ont fait au lieu de donner gratuitement aux gens qui leur demandent parce qu'ils n'arrivent pas à dire non, etc. Mais ils ont quand même la possibilité bien sûr de les distribuer gratuitement, vu que le but c'est vraiment d'attirer du monde sur une plateforme collaborative sur laquelle les gens vont partager un maximum d'informations et de documents. Donc, le projet pour l'instant on l'a bien développé, il est développé à 90%, la plateforme est développée à 90%, en tout cas la première version. L'idée c'est donc de continuer avec d'autres projets comme un calendrier adapté aux études en fonction de chaque classe, etc. Ou alors l'idée c'est aussi de s'associer avec des écoles, donc de faire des associations purement pour toutes les écoles qui n'ont pas, les hautes écoles qui n'ont pas de site interne à l'école, et il y en a beaucoup, vu que ça concerne beaucoup plus d'étudiants, enfin plus d'étudiants que toutes les universités réunies. Donc voilà. Et pour l'instant, donc on en est à un projet qui peut être lancé dans les 2-3 mois à venir. L'idée, c'est, vu qu'il y a un marché de 2 millions d'étudiants en comptant uniquement l'Europe francophone, donc la Wallonie, la
la Suisse et la France. Donc c'est un projet qu'on est en train de développer en ce moment. Allez. Juste pour un petit rappel sur les Media Lab Playground, le but c'est d'être avec un développeur, un journaliste et un entrepreneur média. Et donc si vous connaissez des gens qui sont dans ce secteur-là, n'hésitez pas à les contacter, à leur proposer de venir. Et n'hésitez pas aussi à liker la page de l'annexe qui organise ces conférences. Donc c'est ANECS, et c'est pour les anciens et nouveaux de l'ECS. C'est un peu notre petit groupe étudiant qui organise des conférences, des soirées, des événements et plein d'autres bonnes choses, un blog, une radio, et pour entreprendre dans le média. Merci à tous d'être venus et maintenant on peut lever